Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et permettez-moi avant de lancer l'Exode-Call de vous souhaiter une très bonne rentrée scolaire. Tout le meilleur pour cette année scolaire, que vous soyez élève en lycée, que vous soyez étudiant en classe préparatoire ou en université ou même en école d'ingénieur. Et puis même si vous êtes professeur, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année, la réussite bien évidemment et d'autant plus pour les étudiants qui vont passer des concours à la fin de l'année, les concours classe préparatoire ou les concours d'agrégation ou de CAPES. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Battez-vous pour ce que vous voulez au maximum. Et puis je suis sûr que ça va bien fonctionner. Ok. Donc surtout si vous investissez vraiment beaucoup sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez à faire, je suis sûr que ça va marcher. On va croiser les doigts, bien évidemment. Donc de bonnes ondes hein, pour démarrer cette vidéo. Et bon bah voilà, on va se lancer dans cet Exode-Call, l'Exode-Call numéro 69. Alors je rappelle que cet exo est la fin d'une suite de 3 exos que je vous avais promis depuis la reprise, donc c'est-à-dire il y a 2 semaines. Il s'agit ici d'un résultat que j'ai énoncé à plusieurs reprises, en tout cas j'ai donné son nom à plusieurs reprises, et son nom c'est le théorème des 2 carrés de Fermat. Alors je me suis rendu compte que je me suis planté sur le nom de ce théorème la semaine dernière. J'ai dû dire théorème des 2 carrés de Gauss au lieu de dire théorème des 2 carrés de Fermat. C'est pas si grave de dire théorème des 2 carrés de Gauss. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser la structure d'anneau des entiers de Gauss, la structure d'anneau euclidien des entiers de Gauss. Et donc bon, c'est pas forcément un mal d'appeler ce théorème théorème des 2 carrés de Gauss. Mais bon, le vrai nom, c'est vraiment théorème des 2 carrés de Fermat. Alors l'énoncé de ce théorème est le suivant, vous avez un entier naturel non nul et il faut montrer que les assertions suivantes sont équivalentes. Cet entier se décompose comme somme de 2 carrés si et seulement si tout facteur premier congrue à 3 modulo 4 est d'exposant pair, dans n bien sûr. Donc voilà le résultat que j'ai à plusieurs reprises fait mention sans jamais vraiment donner l'énoncé exact. Voilà donc son énoncé exact. Et aujourd'hui nous allons le démontrer ce théorème. Alors si vous n'avez pas vu les exercices de colle précédents, je peux juste vous rappeler les résultats que nous avons vus des exercices de colle précédents. Mais si vous voulez voir les preuves de ces résultats, je vous invite à aller jeter un coup d'œil donc à ces vidéos. Alors nous avons vu lors de l'exode-colle numéro 67 que l'ensemble des entiers de Gauss, qui s'écrit comme ceci, avec A et B dans Z, nous avons vu que ça c'est un anneau euclidien. Alors pour rappel, un anneau euclidien, ce que j'entends par anneau euclidien, c'est que c'est un anneau dans lequel on peut faire de l'arithmétique, donc de la division euclidienne plus précisément. Okay, et la division euclidienne ici dépend d'un stasme, quelque chose qu'on appelle un stasme. Je ne vais pas rappeler tout ce que ça veut dire un stasme, mais pour vous donner des exemples, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu les vidéos précédentes, si vous prenez les entiers tout court, la division euclidienne, vous le faites par rapport à la valeur absolue. Et puis si vous le faites avec des polynômes, vous faites la division euclidienne par rapport au degré du polynôme. D'accord, pensez un petit peu à ça rapidement. Et bien là, ici, il faut que je vous précise le stasme, donc la fonction par rapport à quoi on peut faire de la division euclidienne. Et ici, le stasme, c'était la norme, enfin c'est le module d'un nombre complexe au carré. D'accord, donc c'était cette chose-là. Juste pour rappel, que voilà, ça dit, quand on parle d'un anneau euclidien, il faut parler aussi de son stasme, donc ce qui permet de faire l'échelle, si vous voulez, de vos divisions euclidiennes. Donc voilà, donc ça c'était l'exode-colle numéro 67. L'exode-colle numéro 68, nous avons vu, pour ainsi dire, un énoncé qui est assez proche de l'énoncé que nous allons démontrer ici. On a vu en fait le cas où n est un nombre premier. On a vu en fait que P s'écrit comme somme de 2 carrés avec P premier. Si et seulement si P est congru à 1 modulo 4. Donc P premier impair, je dois préciser. D'accord, donc on a vu une caractérisation des nombres premiers qui peuvent s'écrire comme somme de 2 carrés. C'était ça le résultat de l'exode-colle précédent. Et donc aujourd'hui on va devoir utiliser ces 2 résultats-là pour résoudre cet exercice. Voilà. Alors sans plus de cérémonie, sans vous dire quoi que ce soit de plus concernant cet exercice, je vous invite à faire une pause à la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant une résolution et donc une preuve de ce fameux théorème des 2 carrés de Fermat.
Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est vraiment un exercice à faire. Et bon, il y a un sens qui, je l'espère, vous avez réussi à le faire. C'est un sens vraiment simple par rapport à tout ce qu'on a fait précédemment. Donc je vais faire d'abord le sens simple, évidemment. Et ensuite, on va se pencher sur le sens difficile. Et sur le sens difficile, par contre, il va falloir vraiment jouer avec la structure d'anneau euclidien, donc c'est-à-dire le fait qu'on a un anneau où on peut faire de l'arithmétique. D'accord? Donc ça va être important. Bref, alors pour la résolution, je vais d'abord vous démontrer le sens simple qui était de voir que 2 implique 1. Ça, c'est assez simple à voir. Donc je vais commencer par ça. Prenons un entier donc qui vérifie la condition 2. Donc soit n vérifiant 2. Et donc, bon, bah, ce que je vais faire, hein, parce que là, on doit jouer avec les facteurs premiers de n, bah, je vais utiliser la décomposition en facteurs premiers de n. Hein, je pense qu'on s'y attend, donc c'est ce que je vais faire. Donc, décomposons n en facteurs premiers, en produit de facteurs premiers. Donc ça veut dire que je peux écrire n est égal à un produit pour p premier tel que p, on a p puissance vp de n. D'accord, donc voilà une écriture qui permet vraiment de résumer ce qu'il en est, ok, de la décomposition en facteur premier. Bien évidemment, ce produit est fini. Je tiens à le rappeler, ce produit est fini. Hein. C'est évident de s'en rendre compte que ce produit est fini, parce que s'il était infini, on aurait un problème avec n, évidemment. Ou alors, ça veut dire que tous les autres facteurs valent 1. Une autre façon de comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'évaluation périodique valent 0. Donc voilà. Très bien, alors j'ai ça, ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer ce produit suivant la congruence des nombres premiers modulo 4. C'est ce que je vais faire. Donc, on a les nombres premiers qui sont congrus à 2 modulo 4. Il n'y en a qu'un seul, c'est 2. Donc je vais avoir 2 V2 de n. Ensuite, j'ai les nombres premiers qui sont congrus à 1 modulo 4. Et puis j'ai les nombres premiers qui sont congrus à 3 modulo 4. Je ne peux pas avoir d'autres types de congruence, sinon ça veut dire que P n'est pas premier. Le seul type de congruence qu'on ne voit pas ici, c'est 0. Et dire que P est congru à 0 modulo 4, ça veut dire que P est divisé par 4, ce qui n'est pas possible pour un nombre premier. D'accord? Donc j'ai pas le choix. Voilà la décomposition du produit que je peux faire, suivant la congruence modulo 4 des nombres premiers en jeu. Bon, et puis 2. 2 s'écrit trivialement comme somme de 2 carrés. Donc je peux écrire que 2 c'est 1 au carré plus 1 au carré. Les nombres premiers ici, là je vais utiliser, je l'ai énoncé tout à l'heure, mais je vais utiliser l'exode-code précédent, donc l'exode-code 68. Je sais que P, qui est congru à 1 modulo 4, s'écrit comme somme de 2 carrés si et seulement si... on a vu que P s'écrit comme somme de 2 carrés si et seulement si P est congru à 1 modulo 4. Voilà le bon énoncé. Donc là, ça veut dire que ces P ici vont s'écrire comme somme de 2 carrés. Alors je peux écrire produit pour P premier, P congru à 1 modulo 4, AP carré plus BP carré VPN. Ok, donc bon, évidemment, alors, je tiens à le préciser quand même, cette décomposition n'est pas nécessairement unique. D'accord? La décomposition en somme de 2 carrés n'est pas nécessairement unique. Ça peut être une autre question d'ailleurs derrière ce théorème des 2 carrés, le fait de savoir combien y a-t-il de décomposition en somme de 2 carrés d'un nombre. C'est une question qui peut se poser. Ici, on ne va pas se la poser, on va juste essayer de démontrer qu'en effet, n s'écrit comme somme de 2 carrés, si et seulement si on a cette caractérisation, mais à savoir qu'on peut se poser ce genre de questions derrière. Bref, et puis pour les nombres congrus à 3 modulo 4, je vais utiliser l'hypothèse 2. Donc l'hypothèse ici 2, qui est de dire que, bon, ok, j'ai bien un facteur de n congru à 3 modulo 4, donc ça veut dire que la valuation périodique est divisible par 2. Ok, donc ça veut dire que je peux écrire ce dernier truc comme étant... Donc, bon, là, je n'écris pas que P est premier, hein, on m'aura compris. Ça va faire P puissance WP de n au carré. Donc là, ce que je me permets, donc là, pour passer de là à là, il y a deux choses. Il y a l'exode-code numéro 68.
plus l'hypothèse 2 qui me permet de dire que Vp de n est égal à 2 fois Wp de n pour P, un nombre premier congru à 3 modulo 4. Ok. Et puis le fait d'avoir ça, bah, on a déjà vu quelque chose concernant l'exode-call numéro 68, si vous vous en souvenez, mais on a aussi vu ça dans d'autres exode-calls, comme l'exode-call numéro 12 sur les polynômes, encore une fois sur Onigan. Eh bien oui, si j'ai des produits de somme de 2 carrés, je me retrouve donc à la fin avec une somme de 2 carrés. C'est ça qui se produit ici. Donc là j'ai une somme de 2 carrés fois un produit de somme de 2 carrés, fois, et là, là en fait je peux me rendre compte que ce que j'ai écrit ici, ça me permet d'avoir un nombre carré plus 0 quoi en fait, quelque part, hein, je peux le réécrire de cette manière-là, donc plus 0 au carré. Donc voilà, donc là j'ai bien des produits de somme de 2 carrés, ça me donne donc une somme de 2 carrés. Ok, donc là je le dis très rapidement, mais la justification, je vous invite à rejeter un coup d'œil aussi à l'exode-call 68, pour parler d'un exode-call récent. Dans cet exode-call, j'explique pourquoi en effet un produit de somme de 2 carrés donne à nouveau une somme de 2 carrés, d'entier, hein, bien sûr. Donc voilà, je ne vais pas refaire l'explication, mais c'est vraiment lié aussi aux entiers de Gauss en fait, d'une certaine manière. Mais voilà, je ne vais pas le refaire ici, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à cet exode. Donc voilà, grâce à tout ça, je conclus alors que n s'écrit bien comme somme de 2 carrés. Ok, je viens donc de démontrer que 2 implique 1. Alors maintenant, on va s'attaquer au sens difficile qui est de montrer que 1 implique 2. Et c'est là où je vais vraiment jouer avec la structure arithmétique que l'on peut poser sur les entiers de Gauss. Ici, c'est un petit peu caché, mais on pourrait l'écrire, ce qu'on vient de faire là, on pourrait l'écrire avec les entiers de Gauss, un peu plus avec les entiers de Gauss, mais bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque là. Par contre, dans l'autre sens, il y a vraiment besoin de cette structure. Donc, ok, c'est parti. 1 implique 2. Très bien. Alors, je suppose que n s'écrit comme somme de 2 carrés. Très bien, donc soit n un entier naturel non nul. On va dire que n s'écrit a carré plus b carré. Et la première chose que je vais faire, tout de suite, ça fait partie des réflexes qu'il faut avoir quand on fait de l'arithmétique, c'est se poser la question, est-ce que a et b sont premiers entre eux? S'ils ne le sont pas, on peut se ramener à un cas où a et b sont premiers entre eux. Très bien, c'est ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que soit je vais prendre delta comme étant le PGCD de AB, et on va poser alpha comme étant A divisé par delta, bêta comme étant B divisé par delta. Ainsi, l'entier n s'écrit delta au carré fois alpha carré plus bêta carré. Ok, alors il y a un cas aussi assez, que j'ai pas dit, mais assez trivial qu'on pourrait traiter. C'est le cas où n est carrément un carré parfait. Si n est un carré parfait, ça veut dire que tous les nombres premiers qui vont apparaître vont tous être de valuation divisible par 2. Et donc en particulier, si p est congru à 3 modulo 4 et divise n, alors sa valuation périodique est divisible par 2. D'accord? Donc je vais peut-être faire ce cas-là avant, juste ici. Si n s'écrit comme juste a carré, alors pour tout p premier, si p divise n, alors p carré divise n. Et alors c'est pas p carré divise n, c'est plus précisément la valuation périodique de p est divisible par 2. Pourquoi? Parce que je fais des carrés, donc il suffit de décrire la décomposition en facteur premier de a pour s'en rendre compte. Donc si je décompose a en produit de facteurs de nombre premier, je vois que toutes les valuations périodiques de a vont être mises au carré pour obtenir, vont être multipliées par 2 pour obtenir la valuation périodique de n. D'accord? Donc c'est assez évident de voir qu'on a ce résultat-là, et donc en particulier on a le point 2. D'accord? Donc là, ici, je vais supposer que alpha et bêta, là c'est ce que je vais faire là même à partir d'ici, je vais supposer que ici a et b sont non nuls. Ok?
Ça va être important d'en parler. Bien, alors maintenant, je vais prendre un nombre premier qui divise alpha carré plus bêta carré. C'est assez simple de se rendre compte que, donc le cas où on a dit qu'il y avait un carré, on reviendrait au cas où ici on peut arrêter, enfin, comment dire, là ici on aurait 1 plus 0, quoi, et ici on a delta carré. Il est assez simple que si P divise delta carré, alors P, sa valuation est mise au carré, donc enfin, est multipliée par 2, d'accord? Donc c'est assez simple de voir que si P divise ce truc-là, la valuation qui apparaît ici de P est paire. Tout l'enjeu est de vérifier en fait que si P divise ce nombre, alors P n'a pas d'autre choix que d'être congru à 1 modulo 4 ou 2 modulo 4, d'accord? On n'a pas trop le choix. Alors là, ce qui va nous intéresser notamment, c'est les facteurs P premiers qui sont impairs. Donc, c'est ce que je vais dire maintenant, soit P, un nombre premier impair, tel que P divise alpha carré plus bêta carré. Et là, il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est justement la structure d'anneau euclidien qui va intervenir maintenant. Donc la structure d'anneau euclidien, alors hein, d'après l'exode-call numéro 67, on a vu que ZI est donc un anneau euclidien. Et le fait qu'on a un anneau euclidien signifie qu'on peut parler de nombre premier pour cet anneau. D'accord? Donc avoir un anneau euclidien, ça veut dire qu'on peut faire des divisions euclidiennes, donc en particulier des divisions, la notion de divisibilité est bien définie, et donc on peut parler de nombre premier dans ZI. Alors c'est quoi un nombre premier dans ZI? C'est ce qu'on appelle normalement un nombre irréductible ou un élément irréductible de l'anneau. Donc permettez-moi peut-être de donner cette définition, histoire de vous rappeler un petit peu la chose, et puis bah, on va voir, je vais vous donner un petit plan d'attaque pour démontrer cette partie-là. Donc, alors, juste petite définition rapide, pour ceux qui n'auraient jamais vu ça. Alors, on dit que pi dans ZI, donc là je vais faire juste le cas dans ZI, pi dans ZI est irréductible. Si et seulement si. Alors, il y a deux choses qu'il faut vérifier, c'est que d'une part, pi n'est pas un élément inversible pour le produit. J'entends bien. Il faudra donc se poser la question, c'est quoi les éléments inversibles de Z crochet I? Chose qu'on ne s'est pas encore posée comme question. Et puis, si... si un nombre, donc n'importe lequel, donc si A divise pi, donc si un élément dans l'anneau divise pi, alors, soit A s'écrit U fois pi avec U inversible, ou alors A est directement un élément inversible. D'accord? Reconnaissez à travers cette définition d'irréductible la définition d'être un nombre premier. Donc si je travaillais dans Z, être un nombre premier, ça veut dire qu'il ne faut pas être inversible, donc il ne faut pas être égal à 1 ou moins 1. Si je divise un nombre premier, alors soit je suis égal à 1 ou moins 1, c'est le deuxième cas, soit je suis égal à 1 ou moins 1, soit je suis égal à P ou moins P. Voilà, donc vous reconnaissez vraiment le cas de Z à travers cette définition-là. Bon, alors, il y a plusieurs questions qui se posent, donc on va les numéroter. La première question qui se pose, c'est quoi les inversibles de ZI? Ça va être la première question qui se pose. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est que se passe-t-il si je suppose que P, le nombre P qui est en jeu, est irréductible? Permettez-moi d'appeler IR de l'anneau l'ensemble des éléments irréductibles. Ok, donc voilà, je vous laisse réfléchir à ces deux petites questions. N'hésitez pas à faire à nouveau une pause pour essayer de voir ce que vous pouvez en dire. Normalement, cette première question devrait être assez simple. La deuxième, un petit peu moins. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à faire une petite pause pour essayer de voir ce qui se passe avant que je ne vous dise quoi que ce soit.
Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire donc que un élément est inversible? Donc un élément est inversible pour le produit si seulement si je dois pouvoir trouver un inverse, donc un élément tel que le produit donne 1. D'accord? Donc je vais répondre à la première question là. Soit U, un élément dans Z y croît, alors il existe V dans Z y croît, tel que U fois V est égal à 1. Très bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à me ramener aux entiers. Comment? Bah, en fait, en calculant n de ce truc-là. Donc, c'est-à-dire, je regarde le module au carré de cette égalité-là. Et on va voir que ça va impliquer des choses. Donc, on se retrouve alors avec le module de u au carré fois le module de v au carré qui est égal à 1. Là, on se retrouve donc ici avec une égalité, un produit qui est dans z complètement. Donc là, je suis en train de dire que 1 s'écrit comme forme de produit. Bah, j'ai pas beaucoup de choix, ça veut dire que les deux nombres qui sont ici sont soit égal à 1 ou égal à moins 1. Ça veut dire que c'est des inversibles dans z. Donc ça implique que u, le module de u au carré, est un inversible de z. Et être un inversible de z, bah, on n'a pas beaucoup de choix, c'est être égal à 1 ou moins 1. Évidemment, comme il est positif, on n'a pas le choix, ça veut dire que le module de u carré vaut 1. Bien. Alors maintenant, si je m'amuse à écrire que u, c'est x plus y, et je rappelle que x et y sont des éléments dans z, c'est important, eh bien je vais avoir que le module de u au carré, c'est x au carré plus y au carré. Je me rends compte que c'est égal à 1. Ok. Bon, alors être un élément inversible, ça veut dire que c'est un élément non nul. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que soit x, soit y est non nul. Enfin, je sais que soit x, soit y est non nul. Mais ce sont des entiers. Donc ça veut dire qu'en valeur absolue, soit x est plus grand ou égal à 1, soit y est plus grand ou égal à 1. Ok? Et bah, qu'est-ce qui va se produire à partir de ça? Ça veut dire que x carré plus y carré va devoir être supérieur ou égal à 1. Or là, j'ai dit que c'est égal à 1. Donc on se retrouvera avec un cas d'égalité dans une inégalité qui est obligatoire parce qu'on travaille avec des entiers puis dont l'un des deux est non nul au moins. Et à cause de ça, le cas d'égalité s'obtient que si on a x égale 1, y égale 0, enfin x égale plus ou moins 1, y égale 0, ou alors l'inverse, c'est exactement ce qui va se produire. Donc permettez-moi juste de l'écrire. Donc comme u est différent de 0, puisqu'on travaille sur un anneau intègre, donc un anneau intègre, là en particulier, après vous le voyez comme vous voulez, soit ça c'est un anneau intègre, soit ça c'est un anneau intègre, mais le fait d'avoir un anneau intègre me dit que comme le produit est non nul, les deux sont non nuls, les deux éléments sont non nuls. Donc comme u est non nul, ça implique alors que x est différent de 0 ou y est différent de 0, donc ça veut dire que le module, enfin la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 1, ou la valeur absolue de y est supérieure ou égale à 1. Et donc ça va impliquer que le module de u carré est supérieur ou égal à 1. Donc on se retrouve avec un cas d'égalité dans cette inégalité, ce qui signifie que le module de x vaut 1 ou le module de y vaut 1. Et plus précisément, on va se rendre compte alors que le module de x vaut 1, y vaut 0 ou inversement. Ainsi, module de u au carré est égal à 1, ça implique que module de x vaut 1 et y vaut 0, ou alors module de y vaut 1 et x vaut 0. Conclusion de tout ça, soit x vaut plus ou moins 1, soit y et y vaut 0, soit y vaut plus ou moins 1 et x vaut 0. Donc ça veut dire que zi inverse est inclus dans l'ensemble 1, moins 1, i, moins i. C'est ce qu'on obtient en remplaçant x par plus ou moins 1, y égale 0, et x égale 0, y égale plus ou moins 1. Bon, puis l'inclusion dans l'autre sens est évident, d'accord? Puisque l'inverse de i c'est qui? C'est moins i. L'inverse de moins i c'est i, donc, et puis l'inverse de moins 1 c'est lui-même. Voilà, donc c'est assez simple de voir que tous les éléments que j'ai écrits là sont bien inversibles dans l'anneau en question. Donc c'est gagné, on vient de montrer que zi croît, c'est juste l'ensemble 1 moins 1, i moins i.
Donc je vais mettre maintenant la conclusion. N'hésitez pas à faire des pauses, hein, encore une fois je le répète, mais n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour sur la vidéo si vous avez besoin de réentendre ou de relire ce qu'il y avait décrit. Donc là, la conclusion du premier point, c'est que les éléments inversibles sont donc 1 moins 1, i moins i. Alors remarquez aussi qu'à travers cette preuve, on a démontré quelque chose d'intéressant, c'est que on a que un élément est inversible si et seulement si sa norme, donc son n de quelque chose, est égal à 1. D'accord? Donc je profite de ça pour faire la remarque. Donc z est un élément inversible de l'anneau de Gauss si et seulement si n de z vaut 1. C'est ce qu'on a démontré au passage. On est passé par n de z, je vous le rappelle, pour pouvoir conclure quel est le type d'écriture pour z. D'accord? Donc c'est important peut-être d'avoir ça, et vous verrez que ça va être important pour la suite. Bon, la deuxième question, c'est en fait la suite de la résolution. Je vais me poser la question, qu'est-ce qu'il en est si P est un nombre irréductible de ZI? Alors c'est là où je vais jouer vraiment avec la structure d'anneau, parce que, enfin, déjà j'ai commencé à jouer avec la structure d'anneau, mais je vais jouer encore plus avec la structure d'anneau euclidien, donc le côté arithmétique, parce que là j'ai un nombre P qui divise alpha carré plus bêta carré. Mais alpha carré plus bêta carré, je peux l'écrire comme produit de deux nombres qui sont dans les entiers de Gauss. Étant donné que ce truc-là, en fait, c'est un n d'un nombre. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, je vais effacer. Hop. Et puis, je vais effacer la définition d'irréductible en espérant que c'est assez clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à faire demi-tour s'il y a besoin. Ok, j'efface maintenant. Tac. Ok, donc, supposons plutôt, et c'est une supposition par l'absurde, supposons donc par l'absurde, car il va se passer une contradiction, que P est irréductible. Donc supposons que P est irréductible. Dire que P est irréductible, et le fait qu'il divise alpha carré plus bêta carré, ça veut dire que, donc on a, que P divise le produit alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Je vous rappelle que alpha et bêta sont tous deux non nuls. D'accord? On a fait cette supposition parce qu'au point de départ, on a déjà traité le cas où l'un des deux est nul. Donc là, alpha et bêta ici sont non nuls. Je me retrouve donc avec un nombre irréductible, un nombre premier si vous voulez, qui divise un produit de deux nombres. Bon bah qu'est-ce que ça veut dire pour l'arithmétique, hein, c'est un lemme que je vais utiliser, là, le lemme d'Euclide. Dire qu'un nombre premier divise un produit de deux nombres, ça veut dire que ce nombre premier divise l'un ou le nombre premier divise l'autre. Donc via le lemme d'Euclide, je vais pouvoir dire que P divise alpha plus i bêta ou P divise alpha moins i bêta. Et là, vous devez tout de suite vous dire, encore une fois, la division que j'écris là, donc là tout à l'heure on avait commencé avec une division dans les nombres premiers, enfin pas dans les nombres premiers, dans Z, donc ça c'était une division dans Z, mais cette division dans Z se traduit en une division dans ZI, d'accord? Donc là c'est une division dans ZI. Et cette division dans ZI se traduit en deux types de divisions dans ZI. Donc laissez-moi préciser dans quel anneau on est en train de travailler quand même à chaque étape. Donc là la première étape, c'était dans Z. Mais avoir une division dans Z impliquait avoir une division dans ZI. Hein. Bien sûr, il n'y avait pas de souci là-dessus. Par contre, là, voilà, là, je me retrouve avec vraiment cette structure de ZI que je vais devoir manipuler. Alors, là, on peut remarquer quelque chose, c'est que alpha plus i bêta par rapport à alpha moins i bêta, l'un est conjugué de l'autre. Mais P est un nombre réel. Donc, si je conjugue P par lui-même, ça donne P. Et donc, ça veut dire que si P divise alpha plus i bêta, alors P divise alpha moins i bêta. Et inversement, si P divise alpha moins i bêta, alors P divise alpha plus i bêta. Vous avez équivalence entre ces deux propositions. Donc ça veut dire que finalement, c'est plus un OU, mais c'est un ET. Donc, P divise alpha plus i bêta et P divise alpha moins i bêta par conjugaison. Donc si vous conjuguez, donc si vous écrivez ce que ça veut dire la divisibilité, ça veut dire qu'on peut écrire P fois K égale alpha plus i bêta avec P, bon là c'est un nombre premier dans Z, et K ça va être un élément qui est dans ZI. Bon je conjugue toute l'égalité, je vais me retrouver avec P fois K bar égale alpha moins i bêta.
Et donc j'ai encore une divisibilité de P par le conjugué de alpha plus I bêta. Donc voilà, et on peut bien évidemment faire l'opération dans l'autre sens. Alors toute cette divisibilité va m'amener à une divisibilité intéressante qui va être dans Z. En effet, maintenant que je sais que P divise un nombre et son conjugué, je peux m'amuser à faire des opérations entre le nombre et le conjugué, qui vont me ramener à la partie réelle et la partie imaginaire. Et donc, normalement vous devriez me sentir venir. Vous pouvez remarquer alors que si je fais alpha plus I bêta plus alpha moins I bêta, je me retrouve alors avec 2 alpha. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai que P divise 2 alpha. Donc P divise, P, j'ai dit pas 2. P divise cette chose-là. Et là, c'est une division dans ZI, Z crochet I à la base, mais cette division dans Z crochet I, il est assez clair de se rendre compte que finalement, ça va être une division dans Z. Pourquoi? Parce que si j'écris, je vais peut-être l'écrire, si j'écris que P est égal, que P fois quelque chose, donc P fois pi est égal à 2 alpha, et que je conjugue cette égalité, je me retrouve alors avec P, qui était P fois pi bar, est égal à 2 alpha. Et vous pouvez donc remarquer que pi est égal à pi bar. D'accord? Or, pi, c'est un élément dans Z crochet I, donc pi est un élément dans Z, puisque on a égalité entre pi et son conjugué. Ok, j'espère que je vous ai convaincu là. Faut vraiment prendre un peu de temps là pour bien encaisser la chose. En tout cas, toute la notion et toute l'idée arithmétique qui se cache derrière dans la structure de Z crochet I. Donc très bien, alors j'ai donc en fait une divisibilité dans Z. D'accord, avec ce que je viens d'expliquer. Et de la même manière, je peux m'amuser à faire une soustraction et avoir une divisibilité de bêta finalement. Donc je vais avoir P qui va diviser, donc alpha, faut pas que je me plante, donc alpha plus I bêta moins, donc alpha plus I bêta moins alpha moins I bêta. Donc si je fais la soustraction des deux nombres, je me retrouve avec 2I bêta. Et en fait, donc là c'est encore une division dans Z crochet I, mais on peut se rendre compte que P ne divisant pas I, d'accord, I c'est un élément inversible, donc on peut difficilement diviser un nombre inversible par un nombre premier qui est ici un nombre qui est différent, puisque c'est un nombre premier, c'est un nombre qui est différent de 1 moins 1, I moins I. D'accord, donc P ne peut pas diviser I, donc ça veut dire que P va diviser 2 fois bêta. D'accord? Donc je me retrouve avec ça, P divise 2 fois bêta dans Z. Pour les mêmes raisons, en écrivant vraiment ce qui se passe pour la conjugaison, etc. etc. Il n'y a vraiment pas de mort d'homme. On pourrait vraiment s'amuser à dire, P s'écrit, on pourrait écrire 2i bêta comme étant P fois pi, comme tout à l'heure. Je divise par i, et puis le pi divisé par i, je vois que ça va être ça par conjugaison. D'accord? Donc en fait, finalement, j'ai bien P fois un autre entier qui est égal à 2 fois bêta. Voilà ce que j'obtiens. Ok, très bien. Alors donc je vois que P divise à la fois 2 alpha et 2 bêta. D'accord? Alors j'aimerais bien me débarrasser du x2. Et pour me débarrasser du x2, la bonne idée c'est de se rendre compte que j'avais une hypothèse sur P, c'est que P c'était un facteur premier impair. D'accord? C'est important. Donc P c'est un facteur premier impair. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que P divise alpha et P divise bêta. Puisque P est premier avec 2. Ça c'est du Gauss. Donc par Gauss, P étant premier avec 2, on a que P divise alpha et P divise bêta. Mais là, ça amène donc à une contradiction par rapport à la construction qu'on avait démarrée. Je vous rappelle que le alpha et le bêta, on les a rendus premiers entre eux, puisqu'on avait divisé le A et le B qui intervenaient pour la décomposition de N en alpha et bêta qui, eux, sont maintenant premiers entre eux. Donc je rappelle ici que PGCD de alpha bêta égale à 1. Or là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que P divise à la fois alpha et bêta. On a alors une contradiction. Une contradiction avec quoi? Avec l'hypothèse que j'avais mise par l'absurde, qui était de dire que P est irréductible. Ok, donc conclusion de tout ce que je viens de dire, P n'est pas irréductible. Ok? Donc 2. P impair
tel que P divise alpha carré plus bêta carré implique que P n'est pas irréductible. Ok? J'espère que je suis clair avec tout ça. Et maintenant, je vais jouer avec le fait que je sais que P n'est pas irréductible. Alors maintenant, je vais effacer un petit peu, donc je vais revenir ici. Hop. On a le résultat qu'on a démontré là-bas. Et je vais jouer, donc comme je l'ai dit, avec le fait que P est maintenant non irréductible. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas irréductible? Ça veut dire le contraire d'irréductible. Ça veut dire que je dois pouvoir trouver deux éléments qui sont non inversibles, tel que P s'écrit comme produit de ces deux éléments dans ZI. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc on a que P n'est pas irréductible. Alors comme P n'est pas irréductible, ça veut dire donc qu'il existe, alors bon, on va prendre U et V comme tout à l'heure, donc U et V dans ZI, tel que P s'écrit U fois V, et U et V sont tous deux non inversibles. Ok? Si l'un des deux est inversible, ça veut dire qu'on reviendrait au cas de figure de l'irréductibilité, ça veut dire que l'un des deux est inversible, l'autre est un inversible fois P. D'accord? Donc voilà, donc là c'est vraiment, pensez vraiment sous la forme de nombres premiers, quand vous faites la décomposition de nombres, quand vous dites qu'un nombre n'est pas premier, ça veut dire que vous l'écrivez comme comme produit de deux éléments qui ne sont pas égaux à 1 ou qui ne font pas intervenir 1 et moins 1. C'est des produits avec des nombres tels que leur valeur absolue est plus grande que 2. D'accord? Donc pensez aussi, faites vraiment ce parallèle. Là je suis vraiment en train de jouer avec la structure arithmétique qu'on a trouvée donc à l'exercice 67, je le rappelle. On joue vraiment avec cette arithmétique-là. Très bien. Bon, alors maintenant que je sais qu'il n'est pas irréductible, je vais m'amuser à utiliser le n de tout à l'heure, là, toujours ce n qui vaut le module de chacun au carré. Alors je vais m'amuser, je vais l'écrire. Alors je me retrouve alors avec n de p qui est égal à n de u fois n de v. N de p c'est quoi? Bah c'est p au carré. Donc j'ai que P au carré, c'est égal à N de U fois N de V. Et c'est là où ce que j'ai mis entre parenthèses va être important. Ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est que Z est inversible si et seulement si N de Z est égal à 1. Là, ce que vous avez, c'est quoi? Vous avez P carré qui s'écrit sous forme de deux produits. Enfin, d'un produit de deux entiers, je voulais dire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs choix, étant donné que P est un nombre premier, vous avez plusieurs choix. Soit c'est 1 fois P carré, soit c'est P fois P, soit c'est P carré fois 1. Bon, évidemment, dans les deux que j'ai donnés, il y en a qui ne peuvent pas être possibles. Dans les trois que j'ai donnés, et en fait finalement les deux, parce que par commutativité, on peut vraiment jouer avec U et V et changer le rôle de U et V. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'aucun des deux ne peut être égal à 1. Parce que U et V, on a dit qu'ils n'étaient pas inversibles. D'accord? Donc je me retrouve alors avec, comme n de U est différent de 1, tout comme n de V, on obtient que P c'est égal à n de U et c'est aussi égal à n de V. Qu'est-ce que je viens de démontrer en ayant fait ça? Je viens de démontrer, parce que je vous rappelle que n de U c'est donc le module de U au carré, je viens de démontrer que P s'écrit comme somme de deux carrés. Comme somme de deux carrés. Et c'est là où je vais donc conclure grâce à l'exercice de Kolm numéro 68. On l'avait déjà utilisé précédemment, je vais devoir le réutiliser ici. Et cette fois-ci, on va l'utiliser dans l'autre sens. Tout à l'heure, on avait utilisé le fait que P est congru à 1 modulo 4, et donc j'écris P comme somme de deux carrés. Là, cette fois-ci, j'ai P qui s'écrit comme somme de deux carrés. Je vais utiliser dans l'autre sens pour dire que P est donc congru à 1 modulo 4. Donc, P est congru à 1 modulo 4. Donc voilà, alors donc là j'en arrive à ça, et ça impliquait alors, grâce à ce qu'on vient de faire, que P est congru à 1 modulo 4. Et là j'affirme qu'on a terminé l'exercice. On a terminé l'exercice. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que si P est un nombre impair qui divise cette partie-là,
alors P est congru à 1 modulo 4. Ça veut dire que si P est congru à 3 modulo 4, il doit diviser delta carré. Et s'il divise delta carré, ça veut dire que la valuation p-adique de n est divisible par 2. Voilà la conclusion. Et donc oui, pareil pour P congru à... quand on a P qui est congru à 2 modulo 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait une division par 2 tout à l'heure, vous l'avez vu aussi. Mais le fait d'avoir P qui est... ça ne nous intéresse pas beaucoup de savoir ce qu'il en est pour P congru à 2 modulo 4. Vous pourriez me poser cette question, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que lui, on sait qu'il s'écrit comme somme de 2 carrés. Donc je peux m'amuser à dire, j'ai une somme de 2 carrés multipliée par une autre somme de 2 carrés, blablabla. Bon. C'est pas intéressant finalement d'avoir ce 2, donc c'est pour ça que je me suis intéressé vraiment aux facteurs impairs, parce que les facteurs impairs, c'est eux pour lesquels il peut se passer des choses, avec notamment cette congruence de 3 modulo 4. Là, ce que je viens de démontrer, c'est que c'est pas possible donc d'avoir une congruence 3 modulo 4 dans cette division ici. Donc je vais mettre la conclusion maintenant. Hop. Donc on a montré que si P divise alpha carré plus bêta carré, P impair, bien sûr le premier, alors P est congru à 1 modulo 4. Donc, si P est congru à 3 modulo 4, alors P divise delta carré. Et si P divise delta carré, ça veut dire que la valuation p-adique de n est divisible par 2. Puisque si P divise un carré, ça veut dire que P carré divise delta. Et donc, si j'écris la valuation, en fait, il faut juste se dire, ok, dire que P, peut-être plutôt dans l'autre sens. Si P divise delta carré, ça veut dire que P divise delta. C'est mieux de dire ça comme ça. Donc P divise delta. Et comme P divise delta, si vous écrivez la valuation p-adique de n pour ce P-là, pour ce type de P-là, vous allez avoir que c'est 2 fois la valuation p-adique de delta. Donc voilà, ça permet vraiment de dire que la valuation p-adique de n est bien divisible par 2. Et c'était ce qu'il fallait démontrer. Donc on a montré que n'importe quel facteur premier qui divise n et qui est congru à 3 modulo 4 est tel que la valuation p-adique de 2, la valuation p-adique de n est divisible par 2. Bon voilà, j'ai terminé donc avec cet exercice. Ceci est la conclusion. Et vous voyez, vraiment, j'ai dû jouer avec les 2 exodes-cols que nous avons résolus précédemment. L'exode-col 67, alors je n'ai pas... a priori, j'ai pas vraiment utilisé la preuve en tant que telle, mais j'ai vraiment eu besoin de la structure arithmétique de Z crochet I. Et cette structure arithmétique vient du fait qu'on a un anneau euclidien. Donc le fait qu'on a la possibilité de parler de divisibilité, etc. etc. Bon, plus précisément, j'aurais vraiment eu besoin de la propriété d'être factoriel. Donc j'en avais parlé à ce moment-là, un anneau euclidien implique avoir un anneau factoriel, et avoir un anneau factoriel, c'est le fait d'avoir la possibilité de décomposer n'importe quel élément de l'anneau comme produit d'irréductible. D'accord? Je crois qu'il doit y avoir une question d'unicité, peut-être pas, je ne suis pas sûr, mais il y a peut-être une question d'unicité sur la décomposition en facteur d'irréductible. Tout comme vous avez que n s'écrit, quand on voit un élément dans Z, n s'écrit comme produit de nombres premiers. Il y a le même genre de propriété qui peut être attendu, mais ce genre de propriété n'est pas vérifié pour n'importe quel anneau. Et donc ces anneaux qui vérifient ça, c'est ce qu'on appelle des anneaux factoriels. Mais bon, le fait d'avoir montré que c'est un anneau euclidien permet vraiment d'expliquer qu'on a vraiment la possibilité de parler de division euclidienne, de parler d'éléments irréductibles, etc., etc. On a vraiment cette possibilité-là, et là, on peut avancer, quoi. Il y a vraiment tout qui s'en vient, quoi. Ok. Alors oui, comme je l'ai dit, pour une petite ouverture, c'est la question de... combien y a-t-il de façons d'écrire un entier comme somme de 2 carrés? On pourrait se poser cette question-là. Alors bon, il y a eu des choses faites autour de ça. J'ai pas trop regardé pour préparer la vidéo, mais je peux vous inviter à y jeter un coup d'œil. C'est des petits problèmes sympas. Mais je suis pas sûr si le problème a été totalement résolu. Je ne crois pas, à mon avis, mais ça reste une question plus ou moins ouverte à mon avis de savoir combien y a-t-il de manières d'écrire un entier comme ça de 2 carrés. À voir, peut-être si je dis des bêtises et que c'est déjà résolu, mais
de mes souvenirs, ça ne me parle pas d'avoir un résultat qui dit vraiment quelles sont toutes les décompositions. En fait, ça voudrait dire qu'on serait capable d'expliciter vraiment quelles sont toutes les possibilités pour écrire un nombre premier comme somme de 2 carrés, un nombre premier congrue à 1 modulo 4 comme somme de 2 carrés. Et ça, j'ai des doutes si on a vraiment ce nombre-là. Mais voilà, bon, voilà. C'est juste une question qui peut être une ouverture à ça. Tout comme c'était le même genre de question pour le théorème des 4 carrés de Lagrange. Hein, c'était l'exode-colle numéro, si je dis pas de bêtises, c'était numéro 35. Voilà, donc cet exode-colle aussi, je vous avais ouvert sur le fait que il y a aussi la question de savoir combien y a-t-il de façons d'écrire un nombre comme somme de 4 carrés. Et voilà, c'est ça. Ça par contre pour Lagrange c'est un peu plus ouvert. Je crois qu'il y a beaucoup moins de choses connues. Mais peut-être pour la somme de 2 carrés il y a plus de choses connues. Donc bon, j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. Je vous laisse la curiosité d'aller voir, hein, vraiment si vous avez envie d'aller en voir plus. J'espère que cet exercice vous a plu. En tout cas moi il m'a plu de vous amener à ce gros théorème à travers les différents exode-colles. C'est déjà arrivé qu'on fasse plusieurs exode-colles pour amener à un gros résultat, on avait déjà fait ce genre de choses. Moi j'aime bien avoir vraiment cette idée qu'on a des gros résultats qui peuvent découler de plusieurs résultats précédents. J'espère qu'également ça vous plaît, puis que ça vous invite aussi à rejeter un coup d'œil peut-être à d'anciens épisodes, si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir ou si vous avez eu besoin de les retravailler. Donc voilà, je pense en avoir dit suffisamment pour aujourd'hui. Donc encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui peuvent être intéressés par le contenu de la chaîne et la vidéo en particulier bien évidemment. Laissez des commentaires si vous avez des questions, des retours concernant cette vidéo, cette résolution. N'hésitez pas à vous, que je me plante là, oui c'est ce côté-là, à vous abonner et puis à soutenir ma soeur encore une fois pour ses chansons. Ça lui ferait vraiment du bien. Donc voilà, sur ce je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Encore une fois, très bonne rentrée à tous et à très bientôt. Salut à tous!